En moyenne, notre vie s'étire sur 30 000 jours. Et un tiers de ce temps, nous le passons à travailler. Dans une société où le travail est un marqueur social et économique prédominant, quelle place reste-t-il pour le temps libre ? On est parti. Souvent, on entend par temps libre que c'est le temps libre du travail salarié. Et du coup, oui, il existe. En réalité, il existe et c'est le cas pour une grande partie de la population. Par contre, c'est un catalyseur d'inégalité. Il peut avoir, et c'est un peu ce sur quoi on va revenir, des événements de la vie qui font que cette place, elle soit diminuée, cette place du travail productif, salarié, que ce soit quelque chose qui soit souhaité ou plus ou moins contraint. Les personnes que vous allez suivre ont toutes, à un moment donné, laissé rentrer le travail dans leur temps libre de manière plus ou moins subie. On met quoi? Non, non, pas de chat ici. Is she in the shed? Where is that cat? 7h30, un matin comme les autres chez les Ulcac. Dans cette famille, avant l'école, on prend le temps de lire des histoires et de jouer. Élodie, la mère, est déjà partie travailler. C'est Fabien, le père, qui orchestre le début de matinée. C'est un moment que j'avais pas avant. J'ai jamais pris le petit déjeuner avec les enfants avant de changer de poste. Avant, à cette heure-là, j'étais déjà sur la route pour aller au travail. Donc 7h, il fallait que je parte avant 7h23. À 7h24, j'étais en retard. Allez, les chaussures, tu fais dans quel sens? Désormais, c'est Fabien qui emmène Samuel et Léo à l'école. Un nouveau rythme pour lui. Tu t'es fait mal à la jambe? Alors aujourd'hui, je passe du temps avec mes enfants et en plus, je vois ce qu'ils font, je vois les maîtresses, je peux discuter un petit peu, même si c'est pas longtemps, mais c'est bien, ça crée du lien avec mes enfants et du lien avec les personnes qui sont avec mes enfants. Cela n'a pas toujours été le cas. Avant, Fabien était responsable export, un travail très prenant. 50 heures, 6 jours sur 7, un téléphone toujours à portée de main. Je t'écrase pas quand même. Cette activité permanente l'a amené à négliger sa vie de famille. Tu me donnes la main, Léo? Mais le 18 décembre 2024, lors du spectacle de Noël à l'école, c'est le déclic. Le premier Noël où il y avait Samuel et Léo, en fait, il s'est trouvé que moi, j'étais au travail jusque assez tard le soir. Je pensais avoir le temps d'arriver pour voir le spectacle et en fait, je suis arrivé à la fin du spectacle. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été un élément très important ça a été la bascule qui a fait que après ça n'allait plus et que je me suis dit il faut que ça change quoi. En tentant de concilier cette vie professionnelle avec sa vie personnelle, Fabien s'épuise jusqu'au burn-out. La définition, elle est floue. Et les gens, comme c'est un terme qui existe beaucoup dans l'espace social, se le réapproprient plus ou moins en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc vous avez vraiment un épuisement qui est fort. Et c'est là où rentre un peu la pathologisation de cette situation-là. Donc c'est par exemple les personnes qui, en fait, tout d'un coup, n'arrivent plus à sortir du lit. N'arrivent plus à aller au travail et rentrent dans des phases de dépression, mais qui, encore une fois, c'est des palettes plus ou moins fortes. La dépression n'a pas toujours le même visage. J'ai craqué, donc j'ai été en arrêt pendant 2 semaines. J'ai vu un médecin, j'ai vu un psychologue qui m'a dit ça ressemble fortement à un burn-out. Et il m'a dit vous allez sûrement retourner au travail, mais espérez pas rester au travail plus de 2 mois. Vous allez recraquer et cette fois ce sera beaucoup plus long. Et en effet, 3 mois après, je recraquais et là, cette fois, l'arrêt il a duré 4 mois avec une décision de la médecine du travail de ne pas pouvoir réintégrer mon ancien poste. Il est où votre sac, les garçons? Lorsque Fabien passait tout son temps au travail, Élodie, son épouse, professeure d'anglais remplaçante, se retrouvait contrainte d'assumer seule la vie du foyer.
Là, on rentre un peu sur les questions classiques de division du travail, division sexuée du travail, dans laquelle on a souvent, en tout cas historiquement, ça a un peu évolué, un homme qui est considéré comme l'homme gagne-pain, qui se consacre un grand volume d'heures à des activités productives salariées, et une femme au foyer, female career, qui va consacrer ce temps, une bonne partie de son temps aussi, donc souvent avec du travail salarié, mais aussi à s'occuper du foyer. Donc du coup, la charge est d'autant plus compliquée pour ces femmes qui cumulent emploi salarié et qui continuent à être les principales pourvoyeuses de soins et de travail domestique du foyer. La récente reconversion de Fabien a transformé l'organisation familiale. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Moi aussi, au niveau des tâches de la maison, je savais qu'il aurait le temps de le faire, donc je pouvais me détendre bien mieux. Et les enfants, ils appréciaient de voir papa, parce que jusqu'à présent, c'était « mais papa, on ne le voit jamais, il est où papa ?» Et très souvent, ils posaient cette question. Tiens, tu veux faire le lion toi aussi? On ne profite pas de la même façon quand on doit s'occuper seul de 2 enfants que quand on peut partager la charge. Et c'est différent, c'est pas le même vécu. Là, je sais que j'ai 2 minutes où je peux juste profiter, aller regarder, ils sont beaux. C'est plutôt rare que ce soit, on va dire, un homme qui veuille s'occuper principalement des activités domestiques et parentales dans le foyer. Et ce rééquilibrage, finalement, on peut se poser la question si il aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu cet événement dans le parcours, ou si justement il y aurait eu un déséquilibre permanent le long de toute leur trajectoire, ce qui est quand même le cas dans la plus grande partie des couples. Il s'amusait follement avec le mobilier lorsqu'un terrible rugissement surgit dans son dos. « Qui êtes-vous ? Aucun étranger n'a le droit de pénétrer ici. » Ce nouvel équilibre bénéficie à toute la famille. Il a été possible grâce à l'entreprise de Fabien, qui lui a proposé une reconversion professionnelle. Bienvenue mon cœur, je t'aime. Un luxe auquel tout le monde ne peut pas prétendre. Les formes de parentalité et les pratiques sont très variables. On n'a pas forcément accès aux mêmes ressources en fonction de ses revenus. On n'a pas la même capacité à déléguer ou à faire prendre en charge certaines activités. Et puis, encore une fois, les individus n'ont pas les mêmes rapports parfois à certaines tâches. Pour certains, passer du temps avec leur enfant, du temps de qualité, les accompagner à certaines activités est très important. Pour d'autres, ils peuvent privilégier certaines activités un peu plus symboliques et déléguer la prise en charge des enfants le soir. Et pour d'autres, c'est pas possible non plus, bien qu'ils le veuillent ou pas. Pour certains parents, le fil de la vie est complètement ébranlé. Du coup, moi, j'ai pas eu le temps de manger. Ah, il faut que je mange. Encore un repas sur le pouce pour Vanessa. Cette mère au foyer de 45 ans se consacre chaque jour à ses enfants. Aedan, son aîné, est autiste Asperger. Mewen, sa fille, atteinte de trisomie 21. Aujourd'hui, la cadette ne peut pas aller à l'école. Comme souvent, le programme est chamboulé. Ce matin, je pensais aller en balade avec mon chien, comme j'essaye d'aller 2 fois par semaine, le lundi matin, où je suis tranquille, et le vendredi matin. Et là, j'ai pas pu aller. J'aurais dû aller prendre des légumes aussi. C'est le jour où je vais prendre mes légumes pour la semaine. Comme 11 millions de Français, Vanessa est ce que l'on appelle une aidante. C'est vrai que je fais beaucoup en fonction de mes enfants, donc d'être au calme, ça fait du bien. C'est rare, hein, mais c'est bien, vous êtes là aujourd'hui, c'est calme. T'es pas contente, hein? Non. En plus du temps passé auprès de ses enfants, Vanessa doit gérer une quantité impressionnante de tâches administratives. Les dossiers médicaux de mes enfants depuis la naissance. Ouf. Quand on revoit tous les dossiers, on se rend compte qu'on doit tout justifier en fait de notre vie. C'est énorme. Depuis peu, elle s'occupe aussi de sa mère malvoyante. Comme je cumule, ça fait beaucoup, quoi. Pour mes enfants, pour ma maman. Et en fait, moi aussi, j'ai besoin d'aide, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient plus possible, quoi. Pour une personne... Voilà. Mais ouais, tu peux venir, ma chérie. Moi, je mets ça là, là. Ah, mon portable, il est... Aujourd'hui, Vanessa jongle entre l'orthophoniste, le kiné et la sortie de l'école.
Mais avant d'être le taxi familial, elle travaillait dans un garage brestois. Un emploi qu'elle a été contrainte d'abandonner. Avant d'avoir mon premier enfant, j'étais très investie dans mon travail parce que j'aimais bien ce que je faisais déjà. J'aimais bien l'environnement, j'aimais bien ce que je faisais, j'appréciais mes collègues de travail, je me sentais bien. Donc quand on est heureux d'aller au travail, c'est important. Elle aime bien faire toute seule, là. La laisse faire. Quand j'ai eu Mewen 3 ans après mon fils, le monde s'est écroulé et j'avais vraiment plus la force de rien. Ma mission, c'était ma fille, parce qu'on m'a dit clairement qu'elle allait avoir besoin de beaucoup de soins, qu'elle allait être hypotonique, qu'elle aurait du retard sur plein de choses, qu'il fallait la stimuler en permanence. Donc voilà, c'était ma mission de maman. Vanessa a refusé de placer Mewen dans un foyer de vie. Impossible alors d'avoir 2 parents en emploi à plein temps. C'est Vanessa qui a sacrifié sa carrière. Ça s'est fait naturellement puisque lui, il avait un poste à responsabilité plus important que moi, avec un meilleur salaire. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Les femmes représentent 60% des aidants. Et ce chiffre augmente lorsqu'il s'agit de soins plus contraignants. Dans les couples hétérosexuels, il y a une surreprésentation des écarts d'âge, notamment des hommes un peu plus âgés que les femmes. Ce qui explique aussi ces écarts de salaire. On n'est pas au même moment dans le parcours de vie et il se trouve que monsieur, il est plus avancé dans sa carrière, donc il gagne plus. Et quand il faut faire le choix sur lesquels de 2 emplois on arrête, ça semble évident que c'est celui de madame. Or, en effet, on retrouve des variables de âge et de genre derrière qui viennent expliciter ces choix-là. Les joies de l'organisation, je peux te dire que... Dans le quotidien de Vanessa, peu de place pour le temps libre. Malgré tout, 1 fois par mois, elle retrouve ses amis aidants pour une journée de détente. Mais à peine arrivée, elle doit déjà repartir. L'école m'a appelée mardi pour me dire que sa maîtresse n'était pas là et qu'elle n'aurait pas d'AESH non plus. Forcée de la garder à la maison. Les joies de la vie d'aidant, n'est-ce pas? Ce jour-là, le reste du groupe visite une savonnerie. Ça permet de sortir de son quotidien. C'est une bulle d'air, un peu d'oxygène pour respirer autre chose et pour voir d'autres personnes et pouvoir échanger aussi tout ce qu'on vit difficilement tous les jours. Et là, on en parle de nos difficultés, mais en même temps, ça nous soulage, ça nous libère. Oui, ça des nous fois, on aide. n'en parle pas, parce qu'on n'a pas envie. Voilà. On se dit que cette journée-là, elle est à nous. Un temps nécessaire pour faire face à l'isolement social, l'un des combats de Dominique, présidente de l'association qui organise la journée. Si on n'est pas confronté à l'aidant, on a du mal à comprendre. On a l'impression que les aidants passent leur temps à se plaindre, alors qu'ils ne travaillent pas. Qu'ils devraient être contents de ne pas travailler parce que normalement, ils ne sont pas fatigués. Ça veut dire que, ils ne comprennent pas qu'être aidant, c'est accompagner tous les jours dans les soins, dans les rendez-vous, dans la vie sociale aussi. Tous les jours, même ceux dédiés au répit. Vanessa est de retour avec sa fille et sa mère, juste à temps pour la balade. Tu veux qu'on aille jusqu'au canon là-bas? Faire semblant de tirer? Pour le travail qu'elle fournit auprès de sa fille, Vanessa perçoit une allocation de 900 € par mois. S'il était rémunéré au niveau du SMIC, le travail produit par les proches aidants en France représenterait entre 7 et 11 milliards d'euros par an. Cette aide, elle peut être très variable. C'est-à-dire, vous pouvez aider quelqu'un aussi bien à faire sa toilette, dans ses soins médicaux, comme à faire un petit peu de travail d'administratif, lui faire des courses, lui rendre une visite. C'est la pratique qui va donner ce titre-là, de proche aidance de manière générale. Après, il y a un ensemble de dispositifs qui peuvent donner plus ou moins de marge de manœuvre à ce proche aidant quand il est salarié pour réaliser les tâches d'aidance. Un travail reconnu, mais qui n'a pas de véritable statut. Ce qu'on souhaiterait, c'est un statut qui corresponde à la réalité de ce qu'on vit, c'est-à-dire le nombre d'heures, qu'on ait un tarif horaire qui corresponde aussi à un minimum le SMIC,
Et que si jamais notre rôle d'aidant s'arrête, du jour au lendemain, qu'on puisse avoir le droit soit au chômage, soit à la retraite, chose que nous n'avons pas le droit actuellement. Cotiser, comme tous les autres travailleurs, pour un métier qui ne s'arrête jamais. Samedi après-midi, le taxi familial devient prof de gym adapté. Ah, du bleu, Mewen. Du bleu. Il est où le bleu? Allez, vite. Ouais. C'est vrai qu'il y a juste la prof de sport. Elle peut pas être partout, c'est normal. Hein. Ça va pas être simple. Hein, maman va t'aider. Hein. Je suis contente parce que je vois que ma fille elle prend plaisir. Voilà. Et moi, là, je vous le dis avant de partir, je suis fatiguée depuis plusieurs jours. Mais j'aurais qu'une envie, là, j'aurais eu envie de faire une petite sieste aussi, de fermer un peu les yeux, de me reposer. Mais j'ai pas eu le temps toute la matinée. À la fatigue s'ajoute l'usure du corps. Vous voyez, tout à l'heure, quand on était en train de faire les échauffements, moi, j'ai galéré. Je souffre terriblement. J'ai plus du tout de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. J'ai des hernies cervicales. J'ai tout le côté gauche qui est... j'ai perdu de la mobilité. Et donc, c'est des douleurs au quotidien, en fait. J'ai que, entre guillemets, 45 ans. Et quand je me lève le matin, j'ai l'impression que j'en ai 10, voire plus de plus, quoi. Des aidants à bout, un quart d'entre eux meurent avant la personne qu'ils aident. Je me sens surchargée, accablée, enfin pas accablée, mais il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir me laisser porter aussi et qu'on s'occupe de moi aussi, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup d'aidants. Hein. On est dans la même situation. Je pense que vous auriez le discours avec d'autres, ce serait identique. Si en fait vous pouvez déléguer ou faire par d'autres ou avoir un peu un intermédiaire et avoir le choix, ça peut être mieux vécu. Quand il s'agit justement du cas qu'on évoquait tout à l'heure de, en fait, on s'occupe de son enfant à plein temps parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement et qu'il y a peu d'offres de ressources en matière de aide de la part de l'État. On voit que c'est plutôt un choix qui est une configuration qui fait porter cette responsabilité de manière individuelle. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de personnes âgées à aider, d'ici à 2030, un Français actif sur 4 deviendra aidant. Cette évolution de la démographie pousse aussi de plus en plus de retraités à travailler. En 3 ans, 100 000 d'entre eux ont repris un emploi. J'ai eu mes 60 ans au mois d'avril 2024 et je suis parti en retraite le 1er septembre. Il a commencé à travailler à 16 ans et après une carrière hétéroclite, Jean-Marc a pu prendre sa retraite. Pourtant, chaque matin, c'est le même rituel. Comme plus de 600 000 seniors en France, le Morbihanais cumule emploi et retraite. Eh ben écoute, est-ce que vous gardez ce maillot, Jonathan, ou alors est-ce que vous le remettez en jeu pour essayer de chercher un autre cadeau, la montre connectée, Malgré la réforme, j'ai pu bénéficier d'une carrière longue. Donc, et de pouvoir partir à 60 ans. J'aurais pu continuer, mais bon voilà, j'avais décidé aussi professionnellement de changer, donc ça m'a permis d'arrêter mon activité. Il hésitait entre la retraite et changer d'emploi, il a dû faire les deux. Désormais conducteur de bus scolaire, Jean-Marc transporte collégiens et lycéens entre Sarzeau et Vannes. J'apprécie pas spécialement la routine, mais il y a un certain confort quand même de faire tous les jours le même parcours. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on fait un sourire. Au fil des trajets, il récupère une 60aine de jeunes, presque toujours les mêmes. J'ai des petits-enfants aujourd'hui qui ont à peu près l'âge, même l'âge des étudiants ici. Donc voilà, c'est ma participation aussi à la nouvelle génération. Dans son entreprise, sur plus de 300 conducteurs, une 50aine sont des retraités. Ils sont devenus primordiaux pour prendre le volant dans ce secteur qui peine à recruter. Une fois que j'ai été à la retraite, je me suis posé un peu plus la question et j'ai été explorer un peu cette niche. Ils ont bien voulu profiter de mes compétences, voilà, et moi de mon côté, voilà, c'est le côté plaisir aussi
de continuer à servir la collectivité. Durant la matinée, le sexagénaire fait 2 tournées. Au revoir, bonne journée. Après avoir déposé les lycéens, il repart. Nous, c'est timé, comme dirait l'autre. Direction le collège pour une seconde tournée, même parcours mais dans l'autre sens, vers Sarzeau. Bonjour. Aujourd'hui en France, la très grande majorité des cumulants sont à temps partiel. Bonjour. Ah, t'as pas oublié ta carte. C'est également le cas de Jean-Marc. Donc une activité le matin de bonne heure et une le soir, et qu'on me laisse plus ou moins tranquille dans la journée. La dernière tournée se termine une fois les collégiens déposés. Retour au dépôt, sa vraie retraite peut enfin commencer. La retraite, ça ne doit pas faire peur normalement. Ça se prépare au maximum, il faut y penser bien avant, justement pour que ça se passe le mieux possible. Arrêter une activité très, très prégnante et se retrouver je dirais, sans activité, c'est compliqué, ça peut être compliqué à vivre. La retraite, moment de questionnement personnel, mais aussi financier. En moyenne, avec sa pension, un retraité perd 1/3 de son salaire. Alors il faut se réorganiser. C'est ce qu'a fait Jean-Marc. Lui touche 1 900 €, mais avec un crédit à rembourser, les études des enfants à financer et la baisse de ses revenus, il sentait le besoin de conserver un travail. Des projets de vie qui ont été différents sur la fin, notamment la rencontre avec ma conjointe, avec des nouveaux projets, sachant qu'elle avait aussi 2 enfants en études. On était beaucoup moins à l'aise, quoi. Alors, suivant les études, après, voilà, il y a des frais annexes. Voilà, ça aurait été un peu plus compliqué pour les vacances, voilà, plus pour les à côté, quoi. Donc c'est pour garder un niveau de vie, en fait. Pour reprendre un travail à la retraite, il faut aussi en être capable. C'est une configuration qui touche avant tout, on va dire, le haut de l'espace social, les catégories intellectuelles supérieures, les cadres ou les indépendants. C'est aussi parce qu'ils ont bénéficié d'une usure du corps qui est moins importante. On retrouve cela moins, par exemple, chez les ouvriers. Et pourtant, ils peuvent partir avec une retraite d'autant plus faible. Mais en fait, tout simplement, leur corps est beaucoup trop usé et fatigué. Ils n'ont pas non plus les moyens de continuer, s'ils le voudraient, à exercer une activité professionnelle. Alors, pour garder la forme, Jean-Marc a sa recette bien à lui, le triathlon. Entre ses tournées, le Breton arpente les routes de la presqu'île de Rhuys. Il nage, court et roule entre 10 et 20 heures par semaine. C'est pas spécialement beaucoup, puisqu'on a 3 sports à préparer. Quand certains font que 1, nous on en a 3. Donc automatiquement, ça fait beaucoup d'heures cumulées. À la retraite, ses heures, il ne les compte pas. Et son temps libre n'est pas forcément très reposant. Le repos, comme on l'entend, je dirais, c'est chez les personnes sédentaires, c'est un peu différent de mon repos à moi, en effet. Un temps de repos, d'épanouissement, de travail certes, mais parce que Jean-Marc l'a choisi. N'est-ce pas cela le vrai temps libre ? En fait, le temps libre, ce serait le temps pour lequel, donc peut-être vous travaillez, je sais pas, genre on peut dire que vous êtes un travail de jeu vidéo ou un travail étudiant, mais ce serait un travail qui est dénoué d'exploitation. Où en fait, celui qui tire profit de ce temps, c'est vous.